Il existe en ce moment dans l'océan Pacifique une ville flottante capable de lancer 75 avions de combat en quelques heures. Son équipage dépasse la population de certains villages français. Son coût de construction dépasse le PIB annuel de plusieurs nations africaines. Et pourtant, ce n'est même pas le porte-avions le plus impressionnant de cette liste. Voici les 7 niveaux de porte-avions. Niveau 1. Les porte-aéronefs légers. Commençons par le bas de l'échelle. Et même ici, bas de l'échelle est une notion très relative. Les porte-aéronefs légers mesurent entre 150 et 210 mètres. Ils embarquent principalement des hélicoptères, parfois quelques avions à décollage court, comme le Harrier ou le F-35B. Leur pont d'envol ne dispose pas de catapulte, juste une rampe de ski jump à l'avant, une courbe métallique qui donne à l'avion l'angle nécessaire pour quitter le pont avec suffisamment de haut air. Importance. L'Italie opère le Cavour, l'Australie le HMAS Canberra, l'Espagne le Juan Carlos I. Ces navires coûtent entre 500 millions et 2 milliards d'euros. Ils déplacent entre 20 000 et 30 000 tonnes. Leur mission principale, projection de forces amphibies, soutien aérien de proximité. Opérations humanitaires. Pas des instruments de domination globale. Des outils de puissance régionale, utiles, flexibles, mais fondamentalement limités dans l'intensité du conflit qu'ils peuvent soutenir. Ce sont des porte-avions pour les nations qui veulent une capacité aérienne navale sans payer le prix d'une vraie marine de combat hauturière, efficace dans leur rôle. Mais le niveau suivant joue dans une autre catégorie. Niveau 2. Les porte-avions STOVL de taille intermédiaire. Le Royaume-Uni a dépensé 6,2 milliards de livres sterling pour construire 2 porte-avions de classe Queen Elizabeth. Le HMS Queen Elizabeth et le HMS Prince of Wales. 280 mètres de longueur. 65 000 tonnes, jusqu'à 36 F-35B embarqués, avec la capacité théorique d'en porter 72 en configuration maximale. Ces navires représentent le retour du Royaume-Uni dans le club des grands puissance navale après des décennies d'absence. La marine britannique n'avait pas opéré de vrais porte-avions depuis le désarmement des Invincibles, dans les années 2010. Les Queen Elizabeth changent cela. Ils ont une portée globale, une endurance de 10 000 miles nautiques, et peuvent projeter de la puissance aérienne partout sur la planète. Mais ils ont une limitation que les spécialistes ne manquent pas de souligner. Pas de catapulte. Les F-35B qu'ils embarquent décollent en mode STOVL. Décollage court, atterrissage vertical. Ce mode de vol consomme plus de carburant et réduit la charge emportée par chaque appareil. Un F-35B qui décolle à la ski jump emporte moins de munitions et moins de carburant qu'un F-35C catapulté depuis un porte-avions américain. C'est efficace, c'est impressionnant. Mais le niveau 3 change radicalement ce que porte-avions signifie. Niveau 3. Les porte-avions conventionnels à catapulte. La France opère le Charles de Gaulle depuis 2001. 261 mètres, 42 500 tonnes. Propulsion nucléaire, le seul porte-avions nucléaire non américain au monde. 2 catapultes à vapeur de type américain, achetées directement aux États-Unis. Jusqu'à 40 aéronefs, Rafale Marine et 2C Hawkeye pour la surveillance aérienne avancée, hélicoptère. Ce qui change au niveau 3, c'est la nature de ce qu'on peut faire avec les avions embarqués. Une catapulte lance un appareil avec toute sa charge, réservoir plein, missiles sous les ailes, équipement de guerre électronique. Un Rafale catapulté, depuis le Charles de Gaulle, peut frapper une cible à 1000 km du navire avec des missiles de croisière, ravitaillés en vol et rentrer à bord. C'est une capacité de frappe en profondeur que les niveaux précédents ne peuvent tout simplement pas atteindre. Le Charles de Gaulle a participé aux opérations en Afghanistan depuis l'océan Indien, aux frappes en Libye, aux opérations contre Daesh au Levant. Il a également opéré avec les groupes aéronavals américains lors d'exercices conjoints qui ont démontré une interopérabilité quasi totale avec la marine américaine, le seul allié de l'OTAN capable d'intégrer son porte-avions dans une task force américaine sans limitation majeure. Mais le Charles de Gaulle est seul. La France n'en a qu'un. Et quand il est en maintenance, ce qui arrive régulièrement pour un navire aussi complexe, la France n'a plus de porte-avions opérationnel. Cette vulnérabilité structurelle annonce pourquoi les niveaux supérieurs fonctionnent différemment. Niveau 4. Les porte-avions de la guerre froide. Il faut parler ici d'une classe qui a défini la puissance navale pendant 40 ans. Les Nimitz, construits entre 1968 et 1992. 10 unités. Propulsion nucléaire. 330, soit plus de 3 terrains de football alignés. 100 000 tonnes à pleine charge. 4 catapultes à vapeur capables de lancer un avion de 36 tonnes toutes les 20 secondes. Un Nimitz peut embarquer entre 70 et 90 aéronefs selon sa configuration. FCA-18 Hornet et Super Hornet. M2D Hawkeye. IA-18J Growler pour la guerre électronique. SH-60 Seahawk. C2 Greyhound pour la logistique. C'est une force aérienne complète avec toutes ses composantes, chasse, attaque, reconnaissance, guerre électronique, logistique, embarquée sur un seul navire.
son équipage, environ 5000 personnes, équipage, navigants et personnel d'aviation combiné. Un équipage aussi important que la garnison d'une base terrestre de taille significative. Sa capacité d'emport en munitions et carburant aviation lui permet d'opérer pendant des semaines sans ravitaillement extérieur. Le USS Nimitz est en service depuis 1975. Il a participé à pratiquement chaque opération majeure de la marine américaine depuis lors. Il a fêté ses 50 ans de service en 2025, un demi-siècle pendant lequel la technologie militaire a été révolutionnée plusieurs fois, mais pendant lequel le Nimitz a continué de servir, d'être modernisé et de rester une force crédible. Ce niveau représente la maturité de la puissance porte-avions. Mais le niveau 5 a rendu le monde plus compliqué. Niveau 5. La montée des puissances émergentes. Pendant des décennies, le porte-avions était un privilège exclusif des grandes puissances occidentales. Ça a changé. La Chine a mis en service son premier porte-avions, le Liaoning, en 2012. Un navire soviétique inachevé, le Varyag, acheté à l'Ukraine officiellement comme casino flottant, et transformé en porte-avions opérationnel. 304 mètres, 60 000 tonnes, rampe ski jump, jusqu'à 36 J-15 embarqués, un chasseur naval dérivé du Sukhoi 33 russe. Mais le Liaoning n'était que le début. En 2019, la Chine a mis en service le Shandong, son premier porte-avions entièrement construit en Chine. Similaire au Liaoning en dimension, mais avec des améliorations significatives dans les systèmes d'armes et les infrastructures d'aviation embarquées. Et en 2022, le Fujian a été lancé, 316 mètres, 80 000 tonnes, et pour la première fois dans la marine chinoise, des catapultes électromagnétiques. La même technologie que le Ford américain, développée en parallèle et indépendamment par la Chine, en l'espace d'une décennie. L'Inde opère l'INS Vikram, mis en service en 2022. Le premier porte-avions entièrement conçu et construit en Inde. 262 mètres, 45 000 tonnes. Un symbole autant qu'un outil militaire, la démonstration que l'Inde peut concevoir et construire des systèmes d'armes majeurs sans dépendance extérieure. Ce que révèle le niveau 5, c'est une réalité géopolitique nouvelle. Le porte-avions n'est plus un exclusivement occidental. Dans les prochaines décennies, la marine chinoise pourrait opérer 5 ou 6 porte-avions. Ce basculement redéfinit les équilibres de puissance en Asie-Pacifique d'une façon que les analyses stratégiques des années 1990 n'anticipaient pas. Mais même le Fujian chinois n'atteint pas encore le niveau 6. Niveau 6. Les Nimitz modernisés et la suprématie nucléaire. Les 10 Nimitz actuellement en service constituent à eux seuls la flotte de porte-avions la plus puissante qu'aucune nation ait jamais opérée dans l'histoire navale. Aucune autre marine au monde n'opère plus de 2 porte-avions. La marine américaine en opère 11 simultanément, 10 Nimitz et un Ford, dont nous parlerons dans un instant. Mais parlons d'abord de ce que signifie opérer 10 porte-avions Nimitz en simultané. La doctrine américaine de Carrier Presence impose qu'au moins un groupe aéronaval soit déployé en permanence dans chacune des zones d'opération critiques. Méditerranée, Golfe Persique, Pacifique occidental et au moins un en transit ou disponible pour déploiement d'urgence. Quand une crise éclate quelque part dans le monde, la première question que pose le président américain à ses généraux est: où sont nos porte-avions? Cette question résume à elle seule le rôle stratégique de ces navires. Chaque groupe aéronaval, Carrier Strike Group, ne se compose pas que du porte-avions. 2 ou 3 destroyers Harley Burke armés de missiles Aegis, 1 ou 2 croiseurs Ticonderoga, un sous-marin d'attaque nucléaire, des navires de soutien logistique. Le groupe entier représente une force de combat supérieure à celle de la plupart des marines nationales dans leur intégralité. Il n'existe pas de deuxième niveau 6 dans cette catégorie. Les États-Unis sont seuls à ce niveau de capacité, et ils ont décidé de construire quelque chose qui les met encore plus loin devant. Niveau 7, le USS Gerald R. Ford. En 2017, la marine américaine a mis en service quelque chose qui n'avait jamais existé auparavant. Un porte-avions de 4e génération. Une machine conçue non pas pour les conflits d'aujourd'hui, mais pour dominer les océans pendant les 50 prochaines années. Le USS Gerald R. Ford, CVN 78. 337 mètres. 100 000 tonnes. Propulsion, 2 réacteurs nucléaires A1B, une nouvelle génération de réacteurs produisant 3 fois plus d'énergie que les réacteurs des Nimitz, avec moins de personnel de maintenance requis. Coût de construction, 13,3 milliards de dollars. Le navire de guerre le plus coûteux jamais construit dans l'histoire humaine. Mais ce qui rend le Ford révolutionnaire, ce n'est pas sa taille. C'est ce qui se passe sur son pont. Le Ford est équipé du système EMALS, Electromagnetic Aircraft Launch System, des catapultes électromagnétiques qui remplacent les anciens systèmes à vapeur des Nimitz. Une catapulte à vapeur est un système brutal, une pression énorme appliquée en une fraction de seconde. Elle fonctionne, mais elle soumet les cellules des aéronefs à des contraintes qui réduisent leur durée de vie. EMAL accélère l'avion de façon progressive et contrôlée, réduisant les contraintes structurelles de 30%,
Et surtout, EMALS peut être ajusté électroniquement pour différents types d'aéronefs. Un drone léger ou un FCA-18 chargé de 30 tonnes, sans modification. Physique du système. Couplé à EMALS, le système AAG, Advanced Arresting Gear, remplace les câbles d'appontage traditionnels par un système à turbine hydraulique qui absorbe l'énergie de l'avion à l'atterrissage de façon contrôlée. Résultat. Les appareils peuvent apponter plus vite, avec moins d'usure. Le rythme de lancement passe de 560 sorties par jour sur un Nimitz à plus de 160 sorties par jour théorique sur le Ford, avec un équipage réduit de 600 personnes grâce à une automatisation accrue. Parce que l'autre révolution du Ford, c'est sa gestion des munitions. Sur les Nimitz, les munitions sont déplacées manuellement sur des chariots dans des couloirs étroits. Sur le Ford, des ascenseurs à munitions électromagnétiques transportent automatiquement les armements depuis les soutes jusqu'au pont d'envol. 11 ascenseurs. Un système qui divise par 3 le temps nécessaire pour armer un avion entre 2 sorties. Le Ford embarquera également les futurs drones de combat MQ-25 Stingray, des drones de ravitaillement en vol qui permettront aux FCR-18 et F-35C opérer à des distances encore plus grandes du navire, étendant la portée effective du groupe aéronaval de plusieurs centaines de kilomètres. 3 autres Ford sont en construction ou commandés. Le USS John F. Kennedy, le USS Enterprise, le USS Doris Miller. Chacun incorpore des améliorations sur les leçons tirées du premier. Une classe qui sera la colonne vertébrale de la puissance navale américaine jusqu'en 2080. Le porte-avions est la seule arme dans l'histoire militaire dont la simple présence dans une région change les calculs. Diplomatique sans qu'un seul coup de feu soit tiré. 11 groupes aéronavals américains se déplacent en ce moment sur les océans du monde et leur trajectoire est lue par chaque gouvernement, chaque état-major, chaque analyste géopolitique de la planète. La question n'est pas ce qu'ils peuvent détruire. La question est ce que leur existence seule empêche.